précisément sur les cas qu'on peut traiter chacun de manière précise. Et donc j'ai plutôt recherché des chiffres et de l'information publique, puisque le sujet est sensible et forcément les dossiers qu'on peut traiter restent des dossiers la plupart du temps confidentiels. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et je trouvais ça important pour un peu planter le décor, sans vouloir trop se faire peur, on y reviendra après, mais d'avoir quelques indicateurs et quelques chiffres. Il y a 3 enjeux en fin de compte sur tous les sujets de cyberattaque, de cybersécurité. Il y a des enjeux qui sont d'abord des enjeux, j'ai qualifié d'enjeux opérationnels. Quelques cas pour les citer, mais ça peut être intéressant. Il y a eu par exemple Maersk, donc armateur international danois. C'est un groupe qui fait 62 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je vais être très précis sur les chiffres, mais ça donne des ordres de grandeur. Qui a 20% de part de marché du trafic mondial et qui a eu, alors je laisserai les experts après compléter, mais à faire face à une attaque de wiper, c'est-à-dire, donc là, c'est de l'effacement de données, donc, et c'était des attaques qui étaient très connues sous le nom de NotPetya. NotPetya, c'est ça. L'impact, il faut savoir, pour ce groupe-là, c'est un arrêt d'activité qui a duré pendant plus de 3 jours sur l'arrêt d'activité, 10 jours pour redémarrer le système. C'est des conséquences mondiales, puisque ça veut dire que c'est tous les porte-containers dans le monde qui se sont arrêtés, zéro trafic, des conséquences au niveau de tous les sites de production puis d'approvisionnement. Et c'est également quelque chose d'assez improbable, et on y reviendra sur les situations, un redémarrage qui a été rendu uniquement possible à partir du site qui a été implanté, la société au Ghana, et simplement parce que, oui, petit coup de chance, coupure d'électricité juste avant l'attaque, donc le serveur au Ghana a été protégé, et donc du coup, ils ont pu redémarrer à partir de ce serveur-là et de réimplanter toute l'information, ils avaient tout perdu sinon. Ça, c'est les enjeux concrets, opérationnels, avec des conséquences, comme on va le voir, mais en termes de perte de chiffre d'affaires, en termes de perte de confiance, forcément, en termes de perte de valeur d'actifs, et aussi en termes de coûts complémentaires, parce que souvent les groupes, c'est pas souvent, les groupes sont confrontés à une réalité qui entraîne des surcoûts, on va y revenir après sur les primes d'assurance, qui entraînent aussi des coûts, souvent sur la dette. Des impacts financiers majeurs, je ne vais pas continuer à inquiéter tout le monde, mais juste pour avoir quelques indicateurs, il y a eu beaucoup d'études, et ça c'est passionnant quand on a préparé cette table ronde, il y a beaucoup d'études qui ont été faites de recensement de l'information et sur les impacts. Il y a un rapport qui a été produit qui mesure l'impact de ces attaques en termes de perte de résultats d'exploitation. Il faut savoir que sur le résultat d'exploitation annuel ou les l'EBITDA en fonction de l'indicateur, c'est une perte entre 2,6% et 11,5%, l'impact de ces attaques-là. Maersk, c'est 11,5% de perte de résultats. C'est 300 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires. FedEx, c'est 4,2%. Et Maersk, c'est 5,8%. Si on bascule ces indicateurs de résultats d'exploitation sur des indicateurs de valeur boursière, vous avez le ratio qui vous permet de convertir le price to earning, qui est à peu près de 15. Ça veut dire que c'est un impact sur la valeur boursière d'un groupe de l'ordre de entre 1 et 5%, selon les études. Et il y a un rapport, vous pourrez communiquer, je ne sais pas, on verra, mais il y a un rapport de l'AMF qui a fait une analyse très précise sur ces impacts-là, et donc c'est un impact de valeur boursière entre 1 et 5%. Et quand on va dans les situations, j'allais dire, atypiques, en tout cas, d'utilisation de ces cyberattaques, on y reviendra après, il y a le cas qui est connu aussi également de Vinci, qui a fait l'objet d'une attaque de manipulation boursière avec la divulgation d'un faux communiqué de presse qui a été validé par Bloomberg, diffusé. Ça a entraîné, il faut le savoir, en l'espace de... Alors, je retrouve les indicateurs, mais c'est assez impressionnant. C'est 19% de la perte de la capitalisation boursière en 7 minutes. C'est un décrochage complètement fou. C'est 1 milliard d'euros par minute de perte de valeur. Ils ont émis un communiqué de presse immédiatement dans les 7 minutes, c'est les 37 minutes, pour contrer et dire que c'était un faux communiqué de presse, et là la mécanique était bien huilée puisqu'il y a eu un contre-communiqué de presse en indiquant que c'était un vrai communiqué de presse, et donc un faux vrai communiqué de presse, et ils ont dû contrer à nouveau. Donc voilà, des sujets qui sont très sensibles, et ça peut aller, juste pour terminer sur cette introduction chiffrée, jusqu'à des impacts sur la survie des entreprises. Hiscox, l'assureur Hiscox, en 2021 a fait une étude, et il a estimé que l'impact, en gros, était d'une entreprise sur 6 avait sa survie qui était remise en cause du fait de ces attaques, parce qu'il y a des tensions commerciales et financières.
Il y a une étude aussi, j'ai retrouvé, qui a été produite sur les PME. 60% des PME victimes d'une cyberattaque ne survivent pas dans les 18 mois. 60%. Et peut-être juste le dernier exemple, sans être trop anxiogène, mais je sais qu'on arrivera sur des sujets concrets ensuite. C'est l'exemple du fabricant de lingerie Lise Charmel, qui fait l'objet d'une cyberattaque de ransomware en novembre 2019. Il se retrouve en redressement judiciaire le 27 février 2020. Donc voilà, quelques exemples concrets, des grands noms qu'on connaît tous, une réalité qui existe, qui fait partie de notre environnement, qu'on ne doit pas négliger. Alors nous, on est peut-être, j'allais dire, un peu les chats noirs ou transformés ou impactés, parce que c'est pas notre quotidien, mais ça fait partie de notre vie et du conseil qu'on apporte aux entreprises et l'accompagnement qu'on peut avoir, mais c'est une réalité. Et du coup, lorsque cette préparation et la rétrospective, ma grande question est de me dire, mais à chaque fois, les cas sont différents, mais concrètement, quels sont en gros les facteurs ou les quatre piliers qu'il faudrait avoir à l'esprit pour analyser ces situations-là, et je pense que Arnaud va pouvoir nous éclairer sur le sujet. Alors, si j'arrive à mettre le micro en route, mais c'est bon. Bonjour à tous. Donc effectivement, le souci qu'on a, c'est que la cybersécurité, on ne s'en rend pas compte, on en parle tous les jours, et pourtant, je pense, c'est la plus grande tour de Babel qui existe en ce moment. Alors pourquoi ? Parce que la cybersécurité a été prise en otage par différents acteurs, notamment les acteurs étatiques et les acteurs, les grands business. Donc le souci, c'est qu'on n'a pas de bonne définition de la sécurité. Souvent, les gens se rappellent à la NIST aux US, c'est l'organisation de standardisation des US, ou à l'ISO, comme vous connaissez tous, ou à l'UIT, mais en réalité, la NIST a 4 définitions de la sécurité, il y en a une qui est fausse. L'UIT a une bonne définition de la sécurité, mais elle est compliquée à comprendre. L'ISO a d'autres définitions de la sécurité, donc on n'a pas de consensus sur c'est quoi finalement la cybersécurité. Donc là, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est d'être très 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 pragmatique. Si vous n'avez pas le temps, le souci pour réduire ces impacts, c'est si notre objectif c'est de réduire le risque et de protéger la réputation. Quand je dis réputation, c'est beaucoup de choses. C'est mes données, mes assets, mes personnes, mes C-levels, la marque, le branding, etc. Parce que c'est ma réputation. De quoi j'ai besoin ? C'est quoi la cybersécurité opérationnelle ? Il nous faut essentiellement 4 choses. La première, c'est des gens et des process. Donc ça, on l'oublie, mais aujourd'hui, c'est pas codifié. Donc on a bien le concept du RSSI, mais c'est mal défini. Il doit y avoir des architectes, des gens qui font la compliance, des Cyber Defense Centers, des Security Operations Centers, mais chaque fois que vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux dire par Cyber Defense Center ? On a à chaque fois une réponse différente. Donc là, on a un premier problème, parce que quand on veut comparer les choses entre nous, discuter de mais alors, qu'est-ce qu'on doit améliorer, on ne se comprend déjà pas au départ. On a un autre problème que je verrai plus tard au niveau des personnes. La deuxième, c'est qu'il faut comprendre les connaissances que ces gens doivent produire. Et là, il y a des choses très précises qu'ils doivent produire. La première, c'est des playbooks. En anglais, les playbooks, c'est une recette. Si j'ai tel type d'attaque, c'est quoi ma recette pour me défendre ? Et il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, si je fais une attaque de déni de service sur mon site, qui m'empêche de pouvoir produire ce que je dois produire, je peux dire, je peux complètement couper tous les serveurs qui sont en frontal, mais si je le fais, je perds l'expérience utilisateur, je perds mes SLA, je perds tous des KPI que je ne peux pas perdre. Alors du coup, on peut faire une autre recette plus douce, qu'on va créer un honeypot pour faire un détournement de l'attaque sur autre chose. Je ne perds pas mon service, mais je ne résous pas vraiment le problème. Donc ça, c'est le concept de playbook. L'autre chose, c'est le concept de politique de sécurité. Qu'est-ce que je m'autorise à faire dans mes systèmes ? Ça, c'est de la vraie connaissance que je dois discuter et négocier en interne avec mes business, etc. Ensuite, il y a d'autres choses, notamment les analytiques. Tout ça, c'est de la connaissance qu'on produit. Et enfin, il y a les configurations qu'on doit savoir mettre en place pour se protéger. Ça, c'est des connaissances. Le troisième, c'est ce qu'on appelle la stack de sécurité exogène. Ce qu'on oublie, c'est que chaque fois que je pars d'un firewall, par exemple, un firewall, c'est un objet que je mets en plus de quelque chose qui existe. Que j'ai un réseau, en plus, je vais lui mettre un firewall. C'est de la sécurité exogène. J'ai un laptop, en plus, je vais lui mettre un endpoint security. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la stack qui est exogène. C'est une sécurité très particulière, qui coûte très cher, et qu'il faut architecturer, qu'il faut construire, qu'il faut développer, qu'il faut maintenir.
La quatrième, c'est que dans ce PC, dans le serveur, dans le réseau, j'ai aussi de la sécurité. C'est ce que les gens appellent la sécurité by design. Vous avez peut-être entendu le terme. J'aime pas trop ce terme parce qu'il a été tellement galvaudé que c'est devenu un point marketing. Oh, je suis secure by design, donc je suis secure. Ben non, vous n'êtes pas secure. Donc, on va appeler ça de la sécurité endogène. C'est celle qui vient de l'asset. Quelles sont les choses qui viennent de l'asset que je peux mettre en œuvre et que je peux coordonner avec le reste? Le souci, c'est que ces 4 éléments, d'abord, sont mal décrits et en plus, ne sont pas alignés les uns avec les autres. Donc, on va avoir des tas de problèmes. Donc, revenons maintenant au point numéro 1, les people, les gens. Le souci qu'on a ici, c'est que c'est la première ressource qui nous manque. Il y avait le CTO CISO de Lagardère qui va prendre la présidence des assises de la sécurité à Monaco, qui a fait un très bon speech au cercle récemment en disant bon, on a plein de problèmes, on a des problèmes de cloud souverain, on a des problèmes d'innovation, des nouvelles attaques, etc. Mais au-dessus de tout ça, on a 2 problèmes essentiels. Un, on n'aura pas les gens pour le faire cette année. 2, la supply chain nous empêche d'avoir les éléments de stack exogène dont on a besoin, les appliances, les machines. Donc, vous allez avoir tous des projets qui vont être retardés. Ça, c'est pour vous donner un peu le paysage. Le souci, c'est que derrière, les dirigeants, il y a un très grand gap entre, quand on pose la question au board, mais est-ce que vous pensez que vous êtes protégé? 92% vont penser que oui. Quand vous posez la même question au RSSI, 54% des gens pensent qu'ils sont protégés. Donc on a un vrai problème à ce niveau-là. Donc ce qu'on a fait, comme je travaille beaucoup, je suis un technodiplomate pour le Royaume-Uni, depuis des années, notamment à l'UIT et à d'autres organisations, je fais du leadership à la commission 17 notamment, c'est celle qui a construit la grande infrastructure de clés publiques pour l'infrastructure d'encryption. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la première norme qui s'appelle X.1060 qui décrit ce qu'est un Cyber Defense Center. C'est quelque chose qu'on a mis en place avec les 42 plus gros RSSI du Japon et qui a permis de créer la structure des Jeux Olympiques. Alors pour information, au Brésil, ils se sont pris 500 millions d'attaques. Au Japon, ils se sont pris 5 milliards. Et ils n'ont pas eu un seul problème. Donc voilà ce qu'on a pu faire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est, là je vais donner la parole à Caroline, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est quoi ton expérience quand justement tu discutes avec ces dirigeants? Oui, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le point de vue people que tu exprimais, qui est d'un sujet IT, ce qui va faire la différence dans la gestion, on l'a vu tout à l'heure, c'est la réactivité. C'est la réactivité dans la communication. C'est-à-dire que très vite, on doit se positionner, alors que finalement, on connaît très peu la problématique et le problème, mais on doit se positionner et réagir. Là, on l'a vu sur le cas Vinci, c'est-à-dire qu'on parle de quelques minutes, donc ça veut dire que les process étaient très éprouvés, très préparés, l'organisation était très mature, mais c'est très compliqué de s'aligner puisque déjà tu parlais de l'enjeu de définition et de compréhension de la situation, mais il faut le faire à l'échelle de parties prenantes clés, donc vous en avez certainement autour de la table, la communication, la finance, le droit et l'IT. Ce qui est essentiel vraiment dès le début, c'est qu'il y ait un alignement entre toutes ces compétences. Et un alignement. Donc ça veut dire que si on veut arriver au moment où ça se passe, parce qu'il ne faut pas se poser la question de l'hypothèse en fait. Vu la quantité et la réalité de la situation aujourd'hui, la question ne se pose plus. C'est davantage de travailler en amont et de travailler sur les fondamentaux qui vont permettre de bien gérer la situation quand elle va être adressée. Donc le premier point vraiment, c'est de s'assurer que la situation est gérée au niveau stratégique avec une dimension business, c'est-à-dire pas. Moi je vais au-delà de la seule sujet de protection ou de sécurité, mais je trouve que c'est intéressant de raisonner la question en termes vraiment pour revenir sur le point introductif, de pérennité organisationnelle en fait, parce que en fait au-delà des conséquences directes, il y a toutes les conséquences indirectes qui sont difficiles à évaluer. Pourquoi ? Parce qu'une cyberattaque est toujours une atteinte à la confiance de l'organisation, quelle qu'elle soit. Et ça, avec un caractère externe et interne. C'est-à-dire que c'est une atteinte à la confiance en l'organisation en tant que telle, et ça peut aussi avoir des conséquences de ressources humaines importantes, non anticipées et non anticipables. Donc vraiment, le premier point, c'est vraiment de le positionner au plus haut niveau. Le deuxième point, d'y consacrer des ressources et des investissements conséquents, parce que ça aussi, souvent, c'est des problématiques. Et des investissements qui ne sont pas que sur l'infrastructure, parce que trop souvent, on investit sur les systèmes et pas assez sur les people. Ça veut dire quoi investir sur les people ? C'est pas qu'une question de formation, c'est une question aussi de préparation au backup.
Pourquoi? Parce qu'une cyberattaque, c'est le dimanche, les jours fériés, la nuit. Quand on est dans des organisations internationales avec des personnalités clés qui sont dans des configurations internationales avec des enjeux de time zone, etc., généralement, les personnes clés qui sont les décideurs prévus dans la cellule de crise ne sont pas tous disponibles. Donc il y a un point qui est essentiel, c'est d'identifier les backups, les hauts potentiels, et de les former, de les préparer à ce type de situation et de gestion. Pour vraiment que ça, c'est vraiment un point sur lequel c'est important en tout cas de se préparer. Un troisième point, tu l'as évoqué, et c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup aussi, notamment dans le cadre de ces cellules de crise. En fait, l'enjeu de définition et la nature des typologies d'attaques cyber sont de nature très différentes en fonction de la nature, en fait, de l'objectif des pirates, on va les qualifier comme ça. Derrière, on a des réponses techniques, évidemment, et on a aussi des réponses opérationnelles ou une gestion organisationnelle de communication qui va être différente et qui ne va pas forcément être corrélée, c'est-à-dire que la complexité de l'attaque ne va pas forcément se traduire par le même dispositif de communication. Certaines attaques vont avoir une forte atteinte en termes de confiance et vont devoir se traduire par une surcommunication, alors qu'elles sont très simples chez les équipes IT à régler, en fait, alors qu'à l'inverse, d'autres sont beaucoup plus complexes à régler, ou vont mettre beaucoup de jours, puisque tout le sujet de la gestion de l'attaque cyber, c'est le rapport au temps, en fait. C'est-à-dire qu'on va être obligé de communiquer alors qu'on n'a pas toutes les informations dès le départ. On va faire des analyses, etc., puisque le système se bloque. Et donc, pour préparer tout ça, le travail à faire qui est essentiel, c'est du travail de scénario planning précis, avec l'identification de toutes les configurations de typologie de crise. Et derrière l'organisation là, des playbooks techniques, il y a le pendant qui est fait et qui se structure sur les messages de communication et les plans de communication. Et qui sont prévus en amont de manière à pouvoir réagir très vite ou avoir l'essentiel de la matière en termes de notamment les premiers messages de positionnement et de prise de décision qui sont activés, qui sont actifs dès le début. Et ça, c'est très important parce que trop souvent, en fait, on se pose la question de la communication au moment où ça se passe, alors que toute la différence dans son efficacité, c'est le fait d'avoir été préparé et que surtout la cellule de crise fonctionne bien, que tous les métiers inhérents à l'organisation se comprennent bien dans une temporalité rapide, à un moment clé, parce qu'on va être sur un processus où il faut raconter, il faut avoir un continuum de positionnement et d'histoire. Il faut qu'on soit dans la vérité, parce que sinon c'est pire. Il faut être dans une posture de responsabilité, c'est-à-dire d'assumer la situation auquel on doit faire face. Et en même temps, il faut minimiser les conséquences de la communication. Parce qu'il faut anticiper l'impact réputationnel de tout ce qu'on est en train de dire. Donc on sait que ça va être un processus itératif, mais qui doit être très cohérent, parce que s'il y a des incohérences, on va rajouter des conséquences négatives en termes d'impact financier, en fait. Donc c'est vraiment sur ce point-là que vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est l'importance de la préparation et de l'investissement à la fois en termes organisationnels et vraiment en termes de préparation des personnes clés dans l'organisation et de l'identification des backups. Et pour terminer, quelquefois on va gérer en se disant non mais on est protégé parce qu'en fait on a tout fait ce qu'il faut en termes informatiques et puis après tout on a une assurance. Mais Céline, il me semble que ça peut être limité en fait cette assurance à un certain moment. Non, l'assurance est la solution à tous vos problèmes. Accompagné de conseils en évaluation de préjudice et vous êtes sauvés. Non, plus sérieusement. Alors c'est vrai que je suis entourée par des professionnels IT, communication. Nous, on intervient en amont et en aval et souvent, on est souvent très proche aussi des directions juridiques et vous êtes un certain nombre de directeurs juridiques ici aujourd'hui. Se pose souvent la question de l'assurance et on ne peut pas parler des cyberattaques ou du sujet d'aujourd'hui sans évoquer le sujet de l'assurance et de partager un peu la situation à date. C'est un sujet aujourd'hui qui est
brûlant d'actualité. J'ai recensé plusieurs commissions et rapports qui ont été établis sur le sujet. Il y a eu des recommandations du Haut Comité juridique de la place financière qui est sorti le 28 janvier 2022. Et il y a actuellement, pour vous faire une idée, un groupe de travail à Bercy qui travaille sur le sujet et on attend les conclusions. L'enjeu sur la police d'assurance, en quelques mots, j'ai essayé de la synthétiser, mais en gros, une police d'assurance, si vous devez l'analyser en amont, et donc prévoir le dispositif qui vous permettra d'être indemnisé le jour où le sinistre se produit, c'est qu'elle doit être efficace et efficiente. Efficace, derrière, j'ai voulu remettre le terme d'actionnable. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des polices d'assurance. On a tous été confrontés à des sinistres, à titre personnel ou à titre professionnel. Nous, on le voit dans l'application des clauses. On l'a sur différents sujets, ou même Covid actuellement. Il y a toujours des exclusions aux assurances. Il y a toujours une interprétation possible. Donc, efficace, le premier niveau, c'est être sûr que vous avez une assurance qui va vous couvrir. C'est-à-dire que votre système rentre dans les conditions prévues et n'est pas, à contrario, dans les conditions d'exclusion. Nous, c'est quelque chose qu'on fait en amont d'accompagnement pour pouvoir aider des entreprises avec Jean-Christophe Usati, qui est aujourd'hui là pour me soutenir sur le sujet et qui est le spécialiste IT de l'équipe, qui est capable de faire un screening et un audit du système et surtout de rapprocher le système avec les dispositions prévues dans la police d'assurance pour s'assurer que le jour où vous en aurez besoin, vous remplissez les critères et que du coup, l'assurance va vous couvrir et ne viendra pas vous dire que vous êtes dans une condition d'exclusion et ou de vous mettre à niveau. Le deuxième niveau, c'est efficiente. C'est-à-dire que vous devez vous poser la question d'avoir une couverture qui couvre les risques et les enjeux majeurs auxquels vous allez devoir faire face. On a tous des polices d'assurance très larges qui couvrent plein de choses, mais quels sont vos risques majeurs ? Si on les ressent sur de la cyberattaque, il y a 3 niveaux auxquels il faut penser. Concrètement, lorsque vous le regardez, c'est la couverture du sinistre en lui-même, donc tout ce qui touche à la cyberattaque et au coût. Alors, toujours les chiffres, j'aime bien, hein, mais en 2015, pour TV5 Monde, je cite d'autres exemples, qui a été attaqué, c'est 4,6 millions d'euros de coûts pour gérer la cyberattaque, donc vraiment le coût du sinistre. Maersk, dont on a parlé tout à l'heure, mais on parlait des people, et là on se rend compte de l'importance des people. Matériellement, c'est 45 000 ordinateurs à changer, c'est 4 000 serveurs, donc ça on est sur du matériel informatique, mais c'est 3 000 personnes à mobiliser en urgence pour gérer le pic de la crise et pouvoir faire face. 3 000 personnes. Donc le sujet des hommes et de la cellule et des modalités prévues, très important. Et le coût, du coup, pour être couvert. En assurance aussi, c'est d'avoir le deuxième niveau, après la couverture du sinistre, c'est votre responsabilité civile. Donc c'est la RC que vous allez avoir dans le contrat. Très important, puisque forcément, on en parlait tout à l'heure, mais lorsque vous allez être victime d'une cyberattaque, c'est une atteinte aussi aux données, qui veut dire du coup sortie de données et donc responsabilité vis-à-vis de tiers. Que ça soit de tiers en direct ou que ça soit aussi vis-à-vis d'autorités indirectes avec la RGPD par exemple et la CNIL. C'est des sanctions qui peuvent être significatives si la CNIL estime que vous n'êtes pas conforme en termes de sécurité. Alors pareil, je vais essayer de relire mes chiffres que je me suis rajouté hier, mais Dailymotion c'est 50 000 euros. Mais Uber, c'est déjà 400 000 euros d'amende de la CNIL pour ne pas avoir été en conformité lors de la cyberattaque et les problèmes de communication et d'information de la CNIL sur le sujet. Informer des tiers, ça paraît tout bête, comme ça paraît pas énorme, c'est 2,75 $ par client. Mais quand vous avez plusieurs millions, centaines de millions de clients, faites la multiplication, ça va très vite. Le simple petit courrier à envoyer pour informer le client sur le fait que vous avez été attaqué et que des données personnelles ont potentiellement été divulguées, ça devient très significatif. Donc ça, c'est le volet responsabilité civile de votre assurance. Dernier point, et ça c'est optionnel, donc à regarder sérieusement, c'est l'assurance perte d'exploitation, puisque comme on l'a cité sur un certain nombre d'exemples, ça a nécessairement des impacts sur votre activité et ça génère des pertes d'exploitation. Tout ça pour dire que le sujet de l'assurance, en tant que directeur juridique, est un sujet amont qui doit être traité tant sous l'angle de l'assurabilité que sous l'angle de l'efficacité de l'assurance. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un sujet qui est brûlant pour ceux qui doivent le suivre dans les directions juridiques, puisqu'il y a des analyses de rentabilité. On est dans un monde de la finance, les assureurs ne sont pas philanthropiques, donc il faut que les assurances soient rentables. Un assureur aujourd'hui, sur ce type d'assurance, il a 2 problèmes. Un, c'est un manque de diversification du risque. Et 2, un manque historique de data. Diversification du risque, parce que les stats disent que 87% des grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros sont assurées.
Donc vous avez une population d'assurés très fort au niveau des grands groupes. Le problème, c'est que c'est des groupes qui sont exposés à des enjeux majeurs en cas de cyberattaque et des conséquences en termes de sinistralité très élevées pour les compagnies d'assurance. Les ETI, c'est uniquement 8% qui sont assurés. Donc vous avez une population, un échantillonnage d'assurés et de population à risque qui est totalement déséquilibré. Deuxième point pour un assureur, c'est la data et la visibilité. On est sur des risques qui sont nouveaux. Il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de stats. Tout le monde avance un peu, pas totalement, mais on avance un peu à l'aveugle si on est assez transparent. Et donc, du coup, c'est compliqué de mettre le bon barème tarifaire pour couvrir le risque. Et on le voit sur les chiffres, puisqu'il y a aujourd'hui une très forte dégradation de la rentabilité, donc c'est-à-dire de la performance technique de ces contrats-là. Le ratio sinistre sur prime, il était en 2019 de 84%. C'est-à-dire que les assurances se portaient bien puisqu'elles avaient plus de primes que de sinistres à rembourser. 2020, c'est 167%. Donc c'est-à-dire que le montant remboursé au titre des sinistres est devenu supérieur en France, je parle en France, au montant des primes. Et 2020, c'est une époque où il y a eu beaucoup d'indemnisations, c'est 217 millions d'indemnisations versées. C'est également 4 gros sinistres de plusieurs dizaines de millions d'euros qui font complètement basculer la sinistralité. Non, je voulais juste ajouter d'ailleurs, il y a des enjeux aujourd'hui parce qu'il y a des assureurs qui se désengagent. Alors c'est le deuxième point. C'était pour réagir. Ouais, totalement. Ce type de sujet aussi. Donc, ouais. Aujourd'hui, les gros sujets, alors je faisais côté assureur, mais côté assuré, c'est où il y a des grands débats et il y a des assureurs qui se désengagent. Il y a un grand débat, il faut savoir aussi, c'est que les assurances, certaines le couvrent encore, mais ce n'est plus le cas, par exemple pour AXA et Generali, c'est que les assurances couvraient la rançon. Et du coup, le fait d'être assuré sur la rançon amène à un déséquilibre, c'est-à-dire que certains assureurs se disent « vaut mieux que je paye et que je rembourse la rançon que va payer la société que d'indemniser le sinistre qui pourrait découler du fait de ne pas payer la rançon. » Parce que le coût sera moins important. Et donc ça devient complètement aberrant. Et c'est pour ça qu'il y a des grands rapports, parce qu'en France, on est un des pays les plus attaqués aujourd'hui, parce que ça se sait. Et du coup, il y a des poches profondes, en disant très bien, les assureurs payent. Et de toute façon, les assureurs préfèrent payer la rançon que de payer le sinistre, parce que ça coûte plus cher. Donc forcément, ça conduit à un déséquilibre, et aujourd'hui, il y a un vrai sujet de fond. Donc ça, c'est le premier point. Et les conséquences, après, pour les assurés et les entreprises, c'est lesquelles ? Nécessairement, ça devient déséquilibré techniquement, donc les primes augmentent, les franchises éventuellement augmentent, les risques couverts diminuent, et les garanties diminuent. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un sujet de fond et que le sujet de l'assurance va évoluer, je pense même cette année, où lorsque les rapports vont sortir et les recommandations vont sortir, il y aura des vrais sujets de savoir si on doit, les assureurs, il y aura des recommandations, est-ce qu'ils doivent encore couvrir ou non les rançons, quels peuvent être les systèmes de co-assurance qui pourraient exister, de prise en charge, y compris de répartition des primes avec peut-être un rôle de l'État à jouer sur le sujet. Tous ces sujets-là sont brûlants et posent des questions, je pense, Arnaud, aussi très concrètes sur comment s'organiser et concrètement pour quelles attaques, quoi, parce qu'on voit que c'est... Alors, tout à fait. Donc, il faut voir que les assurances, moi j'avais émis l'hypothèse qu'à terme, ma société, par exemple, qui vend des produits de sécurité, ne vendra plus les produits de sécurité. Ce sera l'assureur qui les vendra. Parce que c'est très très difficile de vendre la sécurité. Vraiment, vous regardez au téléphone, vous avez la protection dessus, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Rien. Dans 5 minutes, rien. Demain, rien. Vous voyez rien. C'est un petit peu comme vous demandez, est-ce que je peux avoir un verrou sur ma porte, quelque chose comme ça, il ne se passe rien. Par contre, le moment où vous dites, on va parler assurance, tout le monde comprend, beaucoup plus facile pour vendre la sécurité. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est les assureurs qui gagneront à la fin, comme d'habitude. Alors maintenant, ils ont quand même un petit problème sur les données. Ça, c'est vrai que les données de sécurité, c'est un enjeu critique aujourd'hui et qui fait qu'il faut remettre dans le contexte de ce que von der Leyen avait expliqué il y a 2 ans, je crois, l'Union européenne va gagner la bataille de la data et des data spaces. Oui, il faut le remettre dans ce contexte-là, parce que je pense qu'on va avancer vers un monde dans les 10 ans, puis 20 ans, où à la fin, 100% de nos process seront drivés par l'IA. Donc, l'IA elle-même, et je viens de dire ça maintenant, pour revenir aux assureurs, leur vrai problème, effectivement, ils hésitent, on y va pas, on fait les bonnes choses, ça. Leur vrai problème, c'est pas ça. Leur vrai problème, c'est qu'ils attendent the big one. Ce qu'ils attendent, c'est un vrai problème sur Internet, mais quelque chose qui ferait une disruption au niveau pays entier sur, ce qu'on appelle comment dirais-je, au niveau Internet, sur
les relations entre les Internet, les connexions au niveau Internet, tout ça, ça nous ferait une rupture pendant plusieurs jours. C'est ce qu'ils attendent. Le jour où ça arrive, alors là, vous pouvez être sûr, plouf, vous allez voir toutes les offres qui vont sortir. Ça, c'est ce qu'ils attendent. Alors maintenant, pour en venir aux attaques. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on fait face à des adversaires très différents. On a les adversaires des cybercriminels, on va dire, en gros, pour caricaturer, des mafias. Ils gèrent un business comme vous gérez votre business. Quand ils vont en vacances, vous voyez les attaques qui diminuent. Hein, c'est l'été, regardez ça, puis ça se passe par région. Et puis, quand ils voient les opportunités business de ce type, il y en a qui ont des poches profondes, mais absolument, ils font dessus. C'est des businessmen. Et ils sont très bien organisés. Il y a le département recherche, c'est ceux qui vont produire l'intelligence des attaques, des zero day, etc. Il y a le département finance, il y a le département infrastructure. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens spécialisés qui disent « Moi, j'ai une infrastructure de ransomware. Qui veut en bénéficier? Ransomware as a service. » J'exagère pas. Hein. Il y en a eu ça, c'est pas nouveau. Il y avait botnet, command and control as a service. Donc, eux, ils sont très bien organisés. Et quand on regarde bien, j'ai discuté avec des gens d'Interpol, ils disaient, dans le fond, s'il y a 200 personnes, si on pouvait les capturer, on résoudrait 80% des problèmes de cybersécurité sur la planète. Donc ça, c'était le monde qu'on connaissait. Alors, on a un autre acteur qui est monté en puissance, ce sont les États. Alors là, c'est Janus. D'accord? C'est d'un côté, je veux protéger, et de l'autre côté, je veux attaquer. Donc là, il y a des grosses unités, hein, je ne me rappelle plus de l'unité chinoise. Une unité de cyber, elle a un numéro en 5 chiffres, je crois que c'est 62668, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement le numéro, mais c'est comme j'ai beaucoup à faire aux Chinois en standardisation internationale, je rencontre régulièrement des anciens militaires de ces unités. Pareil avec les Russes. Donc il y a des unités très puissantes qui aujourd'hui ont dépassé les capacités de l'industrie en termes d'attaque. Donc ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un immense spectre d'attaques. Il y a des attaques du style déni de service, qu'on appelle les DDoS. Donc ça, l'objectif, c'est de fracasser votre site pour qu'il ne puisse plus répondre. C'est des attaques qui se font par des amplifications techniques sur les protocoles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas important maintenant. Les attaques de ransomware, les attaques ciblées. Alors, les attaques ciblées, c'est pas nouveau. Ça date depuis très 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 longtemps. Vous avez peut-être oublié, mais il y a peut-être 10 ans de ça, l'attaque de Stuxnet sur les infrastructures iraniennes. Les Iraniens étaient dans leur logique de construire un programme d'enrichissement d'uranium. Et c'était un contexte où l'Ouest voulait ralentir ce programme pour forcer les Iraniens à négocier. Donc on a vu des project managers se faire tirer dessus, mourir. Et dans ce contexte-là, un jour, les Iraniens qui avaient des centrifugeuses s'aperçoivent que leurs centrifugeuses ne marchent pas. Alors, des fois, elles vont très très vite et elles explosent, et des fois, elles vont très 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 lentement. Mais par contre, quand ils regardent leurs écrans, tout va bien. Un jour, ils sont aperçus qu'ils avaient toute leur machine qui était infestée par un virus qu'on n'avait jamais vu. Alors, un virus, on en sort du Covid, c'est quoi? J'ai une cellule dans notre corps, une cellule qui transporte un virus. D'accord? J'ai bien une cellule qui transporte un virus. Dans le virus, j'ai un élément actif. En termes cyber, j'ai un fichier qui transporte le virus informatique. C'est la même chose. Je fais une petite anecdote après. Normalement, on a un fichier qui transporte un type de virus. Sur Stuxnet, on avait un fichier qui transporte 7 éléments de virus. Ce qui veut dire que c'est une attaque qui a été préparée par, on va dire, certains pays de l'Ouest, au hasard, États-Unis, France, Angleterre, Israël, et ils ont mis 4 ans pour la préparer ou plus. L'objectif était de faire une première attaque social engineering sur les personnels de Siemens qui avaient des contrôleurs techniques pour pouvoir placer un premier élément qui ensuite, les contrôleurs ont été mis en place en Iran et à partir de là, il fallait qu'ils targetent exactement par les numéros de série les centrifugeuses qu'il fallait. Donc vous imaginez le travail de fond qu'il a fallu faire pour y arriver, le nombre d'astuces techniques qu'ils ont dû mettre en place. Donc c'est des attaques qui prennent des années. Donc quand vous avez des États qui font ça, vous aurez beau avoir toutes les mesures que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est pour vous donner un autre type d'attaque. Les attaques ciblées, on a une augmentation d'attaques ciblées, je crois, sur certains types d'attaques à 2000% en 2021. Donc c'est une explosion de ce type d'attaque. Après, il y a tas d'autres attaques. Il ne faut pas oublier que les attaques, le premier vecteur, c'est le mail. On oublie, mais c'est le mail. Les attaques de phishing, c'est bête et stupide, mais ça marche très bien et c'est de plus en plus sophistiqué. Le problème qu'il y a avec l'attaque de phishing, c'est qu'une attaque de phishing, quand vous la recevez, ce n'est pas une attaque sur votre device. Ce n'est pas une attaque sur mon application.
c'est d'abord une attaque sur votre cerveau. Il ne faut pas l'oublier, c'est une attaque sur votre cerveau. C'est pour vous obliger à faire une bêtise qui, elle, va conduire à une attaque technique. Mais d'abord, c'est une attaque du cerveau. Il faut la remettre dans le contexte qu'on disait au départ, quand on a discuté l'histoire de cette attaque de fake news boursière, c'est qu'une attaque de phishing, c'est un sous-ensemble des attaques de fake news. Et là, on a un problème gigantissime, c'est que je ne peux pas protéger le cerveau de chaque personne de la planète. Donc il va falloir qu'on commence à réfléchir à des IA de fact-checking, par exemple. C'est bien plus large que la cybersécurité, c'est un problème de online harm, comme disent les Anglais, et là on a un problème beaucoup plus important à devoir gérer. Donc voilà, donc c'est pour vous sensibiliser un petit peu sur les choses. Après, il y a des tas d'autres choses, il y a des attaques combinées. Donc, ce qu'on a vu, c'est des attaques où on a une immense attaque de déni de service, donc tout le peu de professionnels en crise, etc., qui vont défendre ça, et en fait, c'est pas l'objectif de l'attaquant. L'attaquant, c'est de faire en sorte que toutes les troupes qui surveillent soient mises sur une certaine défense, alors que leur objectif, c'est de faire une attaque ciblée sur un autre service. Ça, on l'a vu. Donc, imaginez tout ce que vous pouvez imaginer comme adversaire, ils vont employer tout ce qu'ils peuvent pour le faire. Alors, le petit point sur les people, c'est que l'immense problème de la cybersécurité, le numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de professionnalisation de la branche. Ce n'est que vocationnel. Ça veut dire que c'est des gens qui, tout d'un coup, se trouvent une vocation pour faire la cybersécurité. C'est très bien. Mais on avait mis en place, avant la pandémie, un parallèle avant, on était peut-être prophétique à ce moment-là, mais on s'était dit, s'il y avait une immense attaque en cyber, est-ce qu'on serait capable de créer un hôpital? Eh bien, on a réalisé impossible. On n'a aucune codification de la professionnalisation. On ne fait pas arriver dans une école et dire j'ai besoin de 4 incident responders, de 3 crisis managers, ça ne marche pas. Et on ne les a pas. Même si on le faisait, on ne les a pas. Donc voilà, il vous faut une sensibilité sur c'est quoi le spectre d'attaque. Je l'ai fait super court, je peux vous donner des anecdotes à volo, mais on va s'arrêter là. Pour compléter ce que tu dis et ce qui est intéressant et sur le point clé en fait en termes de communication, finalement le sujet c'est pas tant la communication que l'information et la nature de l'information. Parce qu'en fait, tout le sujet avant même de s'exprimer, c'est d'arriver à qualifier l'information dans ce que tu dis, c'est-à-dire il y a une intention de nuire et il y a le fact-checking, c'est-à-dire qu'en parallèle de l'attaque, potentiellement, il y a des campagnes de communication qui sont prévues aussi pour induire en erreur ou pour en tout cas faire mal à la cible, quelle qu'elle soit. Et le point de démarrage et de réflexion dans mon métier, ça va être de raisonner la situation sous l'angle de l'impact émotionnel en fait, et réputationnel. Parce que une cyberattaque, ça peut être très violent en fait, très déstabilisant. Et parce qu'on peut se retrouver, comme on l'a dit au début, mais du jour au lendemain, être obligé de piloter son entreprise avec un papier et un crayon. C'était pas merci. Dans 10 jours, c'était papier. Et donc papier, crayon, et à utiliser leur ordinateur personnel et à gérer la situation. Donc c'est important d'avoir ces éléments-là vraiment en tête. Le premier point, c'est le fait de se dire quel processus je mets en place pour m'assurer de la fiabilité de l'information dont je détiens, pour être en capacité de me mettre à communiquer et partager une information qui est fiable. Ça, c'est vraiment très, 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 très important. Le deuxième point qui est très important et qui existe aujourd'hui, parce qu'on est très équipé aussi dans nos métiers maintenant, ce que tu dis sur la digitalisation, c'est aussi la digitalisation, on le sait tout, du rapport à l'information, des contenus, des réseaux sociaux. Ça se traduit comment? C'est ce qui est nouveau et ce qui est bien, c'est que nous, on peut arriver aussi à piloter aujourd'hui, en ayant préparé en amont, des outils de pilotage réputationnel avec des KPI et d'évaluer en fait au fur et à mesure du temps qui passe l'impact de la situation sur la réputation de la marque, de l'organisation, etc. En analysant très rapidement par exemple les commentaires sur les réseaux sociaux, la dimension de fausses informations en la quantifiant et en organisant aussi des cellules de crise de communication. C'est la manière dont on s'équipe aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une cellule de crise dans laquelle était intégrée la communication. Ce qui est nouveau sur le déroulé du processus communicationnel, c'est qu'aujourd'hui, on structure la cellule de communication avec des postes clés
vraiment, donc, et avec des rôles particuliers. Et notamment, pour revenir sur le point que tu disais, qui est essentiel, c'est la capacité aussi à avoir une communication cohérente entre l'organisation et les autorités. Donc on a des pendants côté, qui existent en fait côté purement problématique de fond du sujet, qui se retrouvent côté communication pour justement contre-attaquer cet enjeu de fausses informations qui circulent et légitimer la prise de parole, ou en tout cas asseoir la légitimité de l'organisation dans sa communication. C'est essentiel aussi d'avoir des lignes de cohérence et installées et de confiance avec les autorités. Parce qu'à certains moments, en fait, selon la nature des attaques, les autorités vont prendre la main sur votre organisation en termes de communication. Donc, et parce qu'on aura intérêt à le faire. Parce que sur ce que tu décris, qu'on ne comprend pas forcément, c'est que comme on peut être juste l'instrument d'un tout plus global, il peut être très dangereux de prendre la main sur la communication seule, en fait. Parce que, donc voilà, donc c'est juste pour revenir sur le fait que ce qu'on doit dérouler en termes de communication, le plan de communication à dérouler, n'est pas qu'une question juste de process et d'une situation qui se traduit par un outil, etc. C'est quelque chose qui doit être... alors on parle beaucoup des méthodologies agiles, etc. Mais c'est une capacité organisationnelle à mettre en musique plusieurs métiers qui doivent travailler ensemble très rapidement. Et ceci à l'intérieur de l'organisation, mais aussi avec beaucoup de parties prenantes à l'extérieur de l'organisation. C'est ce qui va faire la différence. Donc toutes les relations de confiance installées en amont vont faire la différence dans cette situation-là. Parce qu'on va chercher à avoir en fait aussi une information fiable, parce que l'enjeu qu'on aura, c'est le fait qu'on est sur un virus. Donc un virus, ça se répand. Donc dans vos relations commerciales, par exemple, il y a une grosse partie du sujet aussi qui va être à traiter sur le terrain de la communication. Ça va être de s'assurer et de rassurer vos clients, partenaires, etc., que ce virus est resté chez vous et n'a pas été répandu, ou que vous n'avez pas été le relais, par exemple. Sur le côté du consommateur, ça va être davantage l'exploitation des données personnelles. Et après, quand on va raisonner dans le plan de communication toutes les parties prenantes de l'organisation, on va s'apercevoir qu'il faut les traiter spécifiquement, de manière durable, avec des réponses qui doivent être fiables en termes d'information, mais qui vont être aussi dans la durée. C'est-à-dire, ce qui va faire... par la suite une bonne gestion, et on va venir vous voir a posteriori en disant vous avez bien géré la situation, ça va être aussi le fait de faire des bilans de gestion au final, mais de partager ces enseignements avec les parties prenantes. Parce qu'en fait, on a une telle immaturité sur cette problématique que ça fait en fait que tout le monde cherche de l'information, pour revenir au point de début, tout le monde cherche du retour d'expérience. Et ce qui est très apprécié dans tout ce processus, c'est de ne pas l'arrêter au moment où on a remis la machine en route, en fait. Parce que le moment où on a remis la machine en route, on n'a pas fini de gérer sur le terrain de la communication la situation. On va finir de gérer quand on aura retiré les enseignements de tout ce processus, et pour certains, on aura partagé les enseignements de ce processus avec des clients, enfin avec toutes les parties prenantes. Alors, je sais que nous allons devoir terminer, vu le timing. Je vais être le bad cop, je suis navrée, nous sommes obligés d'interrompre ce sujet passionnant. Je vous remercie infiniment tous les trois. Vous aurez corrigé vous-même l'intitulé de cet atelier qui ne parlait donc pas de cybercriminalité, mais de cybersécurité. Nous aurons l'occasion éventuellement de refaire quelque chose sur la cybercriminalité. Nous n'en étions qu'à l'épisode 1, je dirais, de cette grande saison de la cybersécurité. Nous aurons l'occasion d'en développer plus avant. Mais vous aurez compris que l'objectif ici, c'était de faire comprendre aux directeurs juridiques et globalement à toute cette grande famille du droit que nous ne pouvons plus nous cacher derrière notre directeur de la sécurité ou notre directeur financier. Nous sommes quelque part, comme nous avons cette fonction transverse où nous voyons l'intégralité des fonctions opérées, nous avons cette fonction finalement, et c'était une prise de conscience qu'on voulait vous faire prendre aujourd'hui, de dire que nous sommes directeurs juridiques, famille du droit, les chefs d'orchestre de toutes ces personnes, de la finance, de la technique, de la communication,
pour pouvoir préserver la pérennité des entreprises pour lesquelles nous travaillons. Et donc l'objectif, bien évidemment, on pourrait y passer nuit et jour, faire comme si nous étions dans une cellule de crise, et c'est ce que nous aurons l'occasion, la Factory aura l'occasion de vous réinviter pour d'autres ateliers. Mais l'objectif, c'était surtout de faire d'abord une prise de conscience, mais aussi de vous rappeler donc, les quelques petits trucs et astuces, puisque la question n'est plus de savoir si nous allons être attaqués, mais quand allons-nous être attaqués et comment nous y sommes préparés. Alors pour ne pas faire noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, je reprendrai l'expression de Jean-Christophe qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et donc vous aurez compris qu'il y a des choses à faire avant, il faut préparer la crise, un peu comme les manuels du FBI. Je dis ça en rigolant, mais en fait vous aurez compris avec nos 3 intervenants que c'est primordial. Il faut préparer la crise techniquement, d'un point de vue communication, d'un point de vue humain. Il faut également préparer la crise sur l'après par rapport aux conséquences et donc voir effectivement les assurances, voir comment est-ce qu'on se relève si on n'a pas été tué comme Lise Germel. Pendant la crise, il faut dérouler le plan parce que c'est plus le moment de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait comme des poulets à qui on aurait coupé la tête. On aura été surpréparé, donc ça veut dire qu'il faut faire des entraînements sans fin. Et pour l'après, il faut revenir à froid et en boucle sur la crise, comment elle s'est déroulée, est-ce qu'on a déroulé le plan, est-ce que le plan peut être amélioré pour se préparer pour la prochaine attaque, puisque notamment Arnaud le disait, par exemple les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris, donc il y a eu 500 millions d'attaques, 5 milliards d'attaques, donc combien va-t-il y en avoir à Paris? Il faut qu'il n'y ait absolument aucun incident, donc autant vous dire que la cellule de crise de cybersécurité pour les Jeux Olympiques se prépare quasiment nuit et jour. Nos entreprises, peut-être ne doivent-elles pas se préparer nuit et jour, mais en tout cas doivent prendre conscience par l'intermédiaire de leurs avocats, leurs conseils, leurs directeurs juridiques, qu'il est grand temps d'agir, de se protéger et de faire en sorte qu'on puisse poursuivre nos activités un peu plus sereinement. On va quand même se donner l'occasion de répondre à quelques questions s'il y en a dans la salle. Merci en tout cas, merci à nos intervenants et merci à vous d'être venus ce matin.